Bien, bonjour à tous, et merci d'être là pour ce second cours. Donc aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et je vais vous parler de beaucoup de glissements aux interfaces et friction des fluides sur des surfaces ou dans des nanotubes, etc. Et en fait, ce que je vais faire un peu, c'est raconter presque un peu une sorte de fil historique. En gros, c'est un peu l'historique de cette question de la friction fluide, parce que finalement, c'est un sujet qui a énormément évolué depuis 20-30 ans, on va dire, où on a appris beaucoup de choses. Et au début, c'était un peu une curiosité, on va dire. Et il s'est avéré au fur et à mesure que c'est comme souvent en recherche, on tire un fil, et plus on tire, plus il y a des gros morceaux qui sortent. Et là, c'est le cas, et c'est un sujet qui est d'autant plus vivant actuellement, et où on commence à avoir beaucoup d'intérêt à la fois fondamental et aussi en termes d'application. Alors, je vais commencer sur les aquaporines, parce que c'est un peu la tarte à la crème, et je vous en ai parlé pendant la leçon, où donc ces aquaporines, ces protéines qui se trouvent dans le rein, et qui servent de filtre à eau, en fait, et qui séparent l'eau et le sel. Et voilà, ces aquaporines, j'ai donné des performances dans la leçon inaugurale. Typiquement, chaque jour, dans nos reins, on filtre 200 litres de sang. Et donc on recycle 200 litres, on perd 1 litre sous forme d'urine, on réabsorbe 1,5 kg, alors pas via les aquaporines, mais via des pompes ioniques. Et donc pour tout ça, il faut qu'il y ait une grande perméabilité, parce qu'il ne faut pas que c'est un coût énergétique. Donc la perméabilité, telle que les définit souvent en biologie, de façon un peu bizarre, c'est le flux d'eau sur une différence de pression, et ici normalisé par une sorte de pression osmotique, où on met la densité de l'eau. Donc ça, c'est une pression de 1000 bars, typiquement. Bon bref, donc on a une perméabilité d'une aquaporine, quelque chose d'assez performant. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder dans les articles qui ont étudié ces aquaporines, notamment leur structure. Et ce qui est intéressant, par exemple, et ça je vais le discuter beaucoup à la suite, c'est que dans la structure des aquaporines, dans le canal au travers duquel l'eau passe, c'est indiqué que ce canal est de façon prédominante hydrophobe, c'est-à-dire que bizarrement il n'aime pas l'eau, mais avec quelques petits patchs, avec des patchs un peu polaires qui aiment l'eau à certains endroits. Et donc, comme le dit très clairement cet article où il développe la structure de l'aquaporine, c'est qu'il y a une sorte de compromis dans ces aquaporines où, quand c'est hydrophobe, en fait, ça repousse l'eau, donc le frottement est plus faible, mais avec des petits patchs de sorte que l'eau rentre dedans. Parce que si on met que de l'hydrophobe, l'eau va être évacuée par une évaporation capillaire. Donc ça, c'est un premier point, mais en tout cas, ça suggère que l'hydrophobicité a un lien d'une façon ou d'une autre avec le frottement des fluides. Et toujours dans ce lien, enfin, je discuterai beaucoup d'autres expériences juste après. Une des avancées récentes que je trouve vraiment intéressante, c'est ce qu'on appelle les porines de carbone nanotubes. C'est dans le groupe de Alex Noy en Californie. Et où en fait il appelle ça des porines parce que c'est des nanotubes de rayons subnanométriques. Et il arrive à les insérer dans des vésicules. Leur longueur est très petite, c'est quelques nanomètres. Et ces aquaporines, en fait, il utilise une technique de bio pour mesurer la perméabilité, c'est qu'il fait un choc osmotique, de sorte que l'aquaporine, à un moment donné, son diamètre peut diminuer parce que l'eau veut s'évacuer, ou on peut faire un choc osmotique inverse où les vésicules gonflent. Et donc, par la mesure de la taille de ces vésicules, on arrive à en déduire comment l'eau passe à travers de ces porines de nanotubes de carbone, donc ici. Et là, voilà, ce qu'ils en tirent comme conclusion, c'est que la perméabilité, en fait, elle est même encore plus grande que celle celle des aquaporines biologiques. Donc ça, c'est dans ces unités-là, une nouvelle fois, en centimètres cubes par seconde. Voilà, ça, c'est le résultat de ces aquaporines versus de ces porines de nanotubes, alors qu'ici, les vraies aquaporines sont, entre guillemets, beaucoup plus petites. Donc ça, voilà, c'est-à-dire qu'il y a aussi, et ça je vous l'ai mentionné précédemment, il y a des spécificités très particulières des nanotubes de carbone vis-à-vis du frottement fluide, et c'est ça qu'on voudrait essayer de comprendre. Et donc tout le cours aujourd'hui, ça va être de discuter ces frottements fluides. Et pour ça, je vais revenir à la base. Donc,
la base, c'est une condition limite qui a été introduite par Navier lui-même, donc de Navier-Stokes, qui est que, au lieu de supposer que la vitesse du fluide est 0 à la paroi, on suppose que la vitesse du fluide peut être non nulle, mais à ce moment-là, il faut proposer une condition limite, parce que l'équation de Navier-Stokes, c'est une équation différentielle de second ordre, donc il faut des conditions aux parois, et ces conditions aux parois, si on ne les connaît pas, ben la condition la plus générale possible et linéaire, c'est par exemple que la vitesse, si je fais un schéma ici, en x, z, si j'ai un champ de vitesse du fluide ici, suivant x qui dépend de z, ben je vais écrire que le gradient de vitesse est proportionnel à la vitesse du fluide, et ça, à la paroi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la condition de Navier, condition limite de Navier. Et en fait, elle émerge assez naturellement d'un équilibre de contraintes à la surface. C'est-à-dire que la force à la paroi en hydrodynamique, bah, c'est la surface fois la contrainte visqueuse. Et la contrainte visqueuse, c'est la viscosité fois la contrainte à la paroi. Et si la condition la plus générale qu'on puisse donner sur la force en fonction de la vitesse de glissement à la paroi, si cette vitesse est non nulle, c'est une linéarité. Donc la force de frottement est proportionnelle à la surface, fois un coefficient qui est un coefficient de frottement, fois la vitesse. Et donc ce qu'on voit, c'est que cette condition de Navier revient à dire que la longueur de glissement, c'est le rapport entre la viscosité du bulk et un coefficient moléculaire qui représente le frottement du fluide à la paroi. Alors après, donc ça on va le discuter de façon très exhaustive. On peut regarder des cas limites différents, c'est-à-dire le cas limite qui est usuel en hydrodynamique, c'est qu'on suppose que la vitesse du fluide à la paroi s'annule. Donc c'est-à-dire qu'en général en hydrodynamique, dans les bouquins d'hydro, et j'y reviendrai, on dessine quelque chose comme ça. Si on est sur une interface, par exemple liquide-vapeur, souvent on va dire que la vapeur, c'est comme si elle avait une viscosité nulle. Et donc, à la paroi, d'une façon ou d'une autre, on doit avoir un écoulement tel que la contrainte s'annule. Et si la contrainte s'annule, ça, c'est B infini. Donc ça, c'est B égale à 0, B infini. Et là, on est en train de discuter le cas intermédiaire. Donc ça, c'est pour montrer que Navier, il a bien écrit ces équations. On peut aller les chercher dans les revues de l'Académie royale des sciences de l'Institut de France. Donc avec les notations plus complexes que les nôtres, mais c'est exactement ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement, si on prend les bouquins d'hydrodynamique, la condition de Navier a été écrite au XIXe siècle, mais très vite, il y a eu énormément d'expériences qui ont montré que cette longueur de glissement, finalement, elle était nulle dans tous les cas qu'on pouvait mesurer. Et donc c'est pour ça que dans les bouquins d'hydro, le Bachelor, qui est la Bible en hydrodynamique, on écrit directement que la vitesse d'un fluide à une paroi doit être nulle. Et là, c'est une revue dans les années 70, début des années 70, qu'il dit, voilà, maintenant, c'est complètement démontré que la condition limite d'un fluide à la paroi, c'est nul, mais avec une petite remarque disant que la condition exacte à l'échelle moléculaire reste inconnue. Donc ça, c'est exactement ce qui va nous intéresser, en fait. Donc ce qu'on va voir, c'est que cette longueur de glissement, effectivement, elle n'est pas nulle. Il y a du glissement à l'échelle moléculaire, dans les échelles de nanomètres, justement, et que, en fait, elle peut même être beaucoup plus grande dans les nanotubes, et c'est ça qu'on va essayer de montrer. Alors, juste très rapidement, aujourd'hui, là, je vais très peu discuter des implications du glissement, c'est-à-dire à quoi ça peut servir, etc. Là, je vais passer très rapidement ça sur quelques exemples. C'est que, d'une part, si on est capable de faire des membranes qui contiennent des tubes, par exemple ces porines que j'ai montrées tout à l'heure, où l'eau ne frotte très très peu quand elle traverse les parois, ça veut dire que si vous mettez une différence de pression, le flux passe quasiment sans frotter. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, ça permettrait, dans une forme de... On peut imaginer que ça permet de réduire la dissipation, par exemple, quand on fait du dessalement. Donc ça beaucoup... ces questions de nanotubes, que j'y reviendrai, ont beaucoup excité les gens dans les membranes.
Là, il y a cette entreprise qui s'appelle aquaporine.com qui met directement qui exprime des aquaporines et ils arrivent à les insérer dans des membranes à plus grande échelle. Me demandez pas comment ils font, parce que ça reste assez surprenant comme résultat, mais a priori, c'est ce qu'ils vendent. Et c'est un résultat extrêmement intéressant. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est l'impact du glissement dans des conditions qui parfois sont assez attendues. Par exemple, je vous parle beaucoup des aquaporines. Ces aquaporines, ce qui est amusant, c'est qu'elles ont une forme géométrique en forme de sablier, comme ça. Et ça, si vous regardez la structure moléculaire, elle ressemble à quelque chose comme ça. Et ça, par exemple, c'est sur la protéine database, on peut avoir le rayon ici en fonction de la distance le long du tube, et on voit, ça fait vraiment une sorte de sablier. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que cette forme de sablier, avec un tout petit peu de glissement, ça permet d'optimiser considérablement la perméabilité de ces aquaporines. C'est un résultat qu'on avait montré il y a quelques années. Et en fait, ça permet de réduire considérablement les effets d'entrée dans les aquaporines. Et par exemple, ça, c'est la résistance hydrodynamique en fonction de l'angle du cône, ici, pour différents glissements. Et avoir un glissement petit à l'échelle moléculaire, ça permet de montrer qu'il y a un minimum de la résistance hydrodynamique, donc un maximum de la perméabilité. Donc ça, c'est un effet qui est assez subtil, mais assez amusant. Et on comprend qu'en fait, si on veut rentrer de l'eau dans un tube, c'est mieux d'avoir deux entrées successives que d'une entrée complètement bloquée ici. Un autre effet sur lequel on s'est beaucoup amusé récemment, c'est que par exemple, dans les nanotubes, comme je vous l'ai indiqué, mais ça on le reverra, la longueur de glissement est très grande. Et si la longueur de glissement est très grande, effectivement, le flux est très grand. Or, le flux, par exemple, c'est ça qui va contrôler la compétition entre, par exemple, si vous devez, dans un canal, vous avez des ions, et ces ions, ils sont, par exemple, emmenés sous un champ électrique, et en même temps, si vous imposez une différence de pression, vous allez avoir un flux hydrodynamique à l'intérieur qui va les entraîner, qui peut aller contre ou avec la pression. Et le profil des ions à l'intérieur, donc le profil de densité, va forcément résulter de la compétition entre le champ électrique et le champ de pression. Et donc, on comprend que intuitivement, et je ne le montre pas ici, c'est que la compétition, elle va résulter de la vitesse du fluide fois une taille caractéristique, il se trouve que cette taille, c'est la longueur, sur le coefficient de diffusion des sels à l'intérieur du tube. Et ce nombre de Peclet, usuellement en hydrodynamique, au nanoéchelle, il est tout petit parce que les vitesses sont tout petites. Mais dès qu'on a du glissement, et notamment dans les nanotubes, cette vitesse du fluide, elle est proportionnelle à, justement, dans un tube, à 1 plus. Alors il y a un rapport 4 fois la longueur de glissement sur le rayon. Enfin, on imagine que si le glissement est grand, la vitesse sera d'autant plus grande. Et donc en fait, ce nombre de Peclet, il est beaucoup plus grand dès que le rayon est beaucoup plus petit que la longueur de glissement. Ce Peclet peut devenir grand, en fait, même alors qu'on est dans un tube extrêmement petit à l'échelle nanométrique. Si ce nombre de Peclet devient grand, ça veut dire que les compétitions distribution ionique versus champ électrique versus pression, ça commence à être compliqué. Et donc, par exemple, ça conduit au fait que la conductance dans ces nanotubes dépend de la pression qu'on applique. Et de façon quadratique, on peut même le prédire. Et donc ça, c'est un effet qui est amusant parce que c'est ce qu'on appelle usuellement des effets mécanosensibles. C'est-à-dire que la conductance, le système est capable de répondre à une force appliquée et que la réponse dépend de la force appliquée. Et donc ici, la conductance dit que plus on applique une pression, plus la conductance est grande. Et il se trouve qu'en fait, il y a certaines protéines qui ont exactement cette réponse-là. Bon, pour l'instant, c'est plus anecdotique, mais ça montre en fait qu'en utilisant ces effets de glissement, on peut commencer à imaginer des applications. Donc, ça, voilà, je voulais être très rapide sur l'idée des applications parce que je vais plutôt m'appesantir sur la description, en fait. C'est comment... La question dans ce sujet, c'était, il y a un peu moins d'une trentaine d'années, c'était comment on décrit ce frottement. Et est-ce qu'on peut faire des expériences qui permettent de décrire ce frottement? Alors,
comme vous allez voir, j'aime bien les citations, et cette citation de Pauli est particulièrement pertinente pour le glissement, c'est que le diable est vraiment à créer les surfaces, parce que les surfaces, c'est l'enfer quand vous faites des expériences. Parce qu'elles se polluent en permanence, il faut les protéger, etc. Alors, du point de vue expérimental, donc je vais commencer par les expériences, parce que finalement, évidemment, aujourd'hui, je vais surtout faire un cours qui va décrire la description théorique, mais en fait, les vraies avancées essentielles, c'est du point de vue expérimental dans ce sujet-là, une nouvelle fois. Et les toutes premières expériences, c'est dans les années 80, par Chouraev et ses collègues, et c'est vraiment des très belles expériences, notamment pour l'époque où il utilisait en fait un capillaire de verre de l'ordre de 1 micron, qui rendait hydrophobe, et il appliquait une différence de pression. Alors il y a une grosse cavité qui n'est pas montrée ici, une différence de pression entre un système à l'intérieur et un système à l'extérieur, et il mesurait l'écoulement du fluide en injectant ce petit capillaire dans un autre capillaire qui était plus gros, et en regardant le déplacement d'un ménisque par un microscope. Donc c'est vraiment une très belle expérience. Et en fait, avec cette expérience, il a pu étudier l'eau à travers des systèmes hydrophobes et du mercure. Et ce qu'il obtenait, c'est typiquement ce que je donne comme valeur. Pour l'eau, quelques dizaines de nanomètres de glissement sur une surface hydrophobe. Pour le mercure, un petit peu plus gros, 70 nanomètres. Donc dans les deux cas, vous avez vu, l'idée, c'est d'aller regarder les surfaces hydrophobes. En fait, comme on verra après, il se trouve que les surfaces hydrophiles présentent des glissements quasi nuls à l'échelle nanométrique. Pour une surface hydrophile, c'est 0 nanomètre. Alors, ça, c'est un tout petit peu compliqué dans les années qui ont suivi, parce que, donc là, évidemment, je ne vais pas décrire tout ça. Il y a eu beaucoup d'expériences fin des années 90, début des années 2000. Donc, énormément d'expériences par tout un tas de méthodes différentes, des méthodes d'AFM, des méthodes machine à force, comme on a vu la semaine dernière, Elisabeth Charlex, des méthodes, ce qu'on appelle flow rate, c'est-à-dire vraiment mesurer l'écoulement directement et voir si c'est un glissement. Alors, ça a conduit à ça. Donc, en gros, c'est des échelles astrophysiques. Et c'est-à-dire que le glissement, en fonction de l'angle de contact, c'est des mesures, ça va dans tous les sens, en fait. Et ça, pour moi, ça pointe surtout la difficulté de ces expériences-là. C'est-à-dire que c'est des expériences, on ne peut pas improviser une expérience comme ça sur un coin de table. Et pour beaucoup de ces expériences, c'était quelque part, un peu des expériences improvisées. Notamment, les surfaces, une surface qu'on rend hydrophobe, lorsqu'on la laisse à l'air libre, elle va se polluer immédiatement. Et donc, par exemple, ça a conduit à il y a une énorme discussion autour de, oui, mais il y a des nanobulles qui se créent à la surface, ces nanobulles, le fluide glisse mieux sur une nanobulle, c'est ça qui rend des glissements beaucoup plus grands. Mais vous voyez, les échelles, on arrive ici à des longueurs de glissement de l'ordre du micron versus des longueurs de glissement de l'ordre du nanomètre. Et bizarrement, souvent, l'Europe était plutôt là et les États-Unis étaient plutôt là. Et il y a un peu, ça glisse toujours mieux aux États-Unis, comme je dis. Et donc ça, en gros, c'est ce que ça m'inspire, c'est cette citation de Mark Twain, c'est que à la fin, il y a eu tellement de choses, tellement de discussions qu'on n'y comprenait plus rien. Donc, ça veut dire que dans l'eau, effectivement, il y a des expériences, il fallait faire un petit peu le tri de toutes ces expériences et aller repérer celles qui sont pertinentes de celles qui ne sont pas pertinentes parce qu'elles ont été polluées, parce que la méthode n'est pas sensible assez, etc. Donc, de façon complètement subjective, et je l'assume, avec Elisabeth Charlex, que vous avez vu la semaine dernière, on avait là essayé de faire le tour un peu des différentes expériences et prendre celles qui nous paraissaient pertinentes, en tout cas en éliminant les autres, de facto. Donc c'est clairement complètement subjectif comme choix. Mais de ça, on tirait plutôt des longueurs de glissement de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres. D'ailleurs, j'aurais dû ajouter là-dessus celle de Chouraev, qui est ici, là, quelque part. Et ça, c'est d'autres collègues qui avaient fait le même type de graphe. Et je vais revenir sur cette courbe en pointillé, ici, là, comme ça. Et la conclusion de ces expériences, c'est que vous voyez que le glissement augmente quand la surface est hydrophobe. Donc ça fait écho à ce que je disais sur l'aquaporine, en fait, quelque part. Donc ça, c'était un premier point qu'il fallait essayer de comprendre. Ensuite est venue deuxième série. Donc là, c'était 10-15 ans de débat.
Deuxième série de débats sur les nanotubes. Les nanotubes, il y a eu beaucoup d'expériences dans les membranes de nanotubes. Donc, c'est vraiment des membranes, je vous ai montré la leçon inaugurale, où on a des milliards de nanotubes collés les uns sur les autres. C'est des membranes macroscopiques et on regarde vraiment l'écoulement sous une différence de pression. Et on regarde ce qui est tracé ici, donc ça c'est issu d'une revue par les collègues américains. C'est l'accroissement de l'écoulement, c'est-à-dire combien l'écoulement est plus rapide que ce qu'on attend dans un écoulement de Poiseuil où la longueur de glissement est nulle. Donc c'est ce qu'on appelle Canot-slip ici. Canot-slip, c'est la loi de Poiseuil, voilà. C'est R4 sur état. Et donc l'accroissement, c'est ce fameux 4B sur R là, que j'ai indiqué. Et donc, voilà, ce qui est tracé ici, c'est l'accroissement en fonction du rayon du nanotube. Donc déjà, on voit que globalement, il y a une tendance qui, plus c'est petit, plus l'accroissement est grand, une dispersion gigantesque en fonction des expériences, et beaucoup de membranes. En fait, la plupart de ces résultats, c'est dans des membranes. Et dans ces résultats-là, il n'y en a que 2 qui sont faits sur une nanotube unique. Donc il y en avait un dans un groupe chinois. Et ça, je le cite parce que, c'est des très belles expériences, mais à mon avis, c'est des expériences dont on ne peut pas tirer grand-chose, pour la raison que j'ai discutée la dernière fois. C'est-à-dire que cette expérience, elle est faite où on met une goutte, on dépose un nanotube sur, enfin ce qu'ont fait les collègues, ils ont déposé un nanotube sur une surface, et avec des transistors à effet de champ, ils ont pu essayer de déterminer quand l'eau, c'est-à-dire qu'il y a un ménisque d'eau qui rentre à l'intérieur, et quand l'eau traverse une certaine barrière limite. Donc comme ça, on peut savoir quelle vitesse ça transmet. Et donc on dit, voilà, le flux, c'est la perméabilité fois la différence de pression. Et donc, on pourra en déduire la perméabilité. La grosse difficulté, l'énorme difficulté ici, c'est qu'on ne connaît pas la pression. Parce que la pression, on dit que c'est capillaire. Mais comme je vous l'ai montré la semaine dernière, la pression capillaire, c'est gamma sur R si je suis dans le régime de Laplace, mais il y a la pression de disjonction en plus, dont on ne sait pas grand-chose à ces échelles-là. Et je pense que Jean-François pourrait en discuter pendant des heures. Et donc, en fait, le problème, c'est que ces pressions de disjonction peuvent être gigantesques à ces échelles-là, c'est-à-dire des centaines, voire des milliers de bars. Donc, en fait, on ne peut pas savoir, c'est extrêmement difficile de dire quelle est la force motrice, en fait, dans ces expériences. Et donc, eux ont utilisé des simulations numériques pour inférer ce que devrait être ça. Et ça, je pense que c'est, de mon point de vue, ça n'est pas acceptable, en fait. On ne peut pas mélanger des expériences et des simulations numériques. On peut les faire chacun de son côté, essayer de comprendre l'un avec l'autre versus l'autre, mais pas tout mélanger. Et donc c'est pour ça qu'on avait développé, donc ces points-là, c'est les points qu'on avait fait dans le laboratoire. Je ne vais pas rappeler cette expérience que j'ai décrite un petit peu dans la leçon, où on a pu, grâce à des mesures, donc avec Alessandro et les collègues de l'époque, on a pu mesurer le glissement en fonction du rayon dans des nanotubes qui étaient un petit peu plus gros, vous voyez, des diamètres plutôt quelques dizaines de nanomètres, où on a cette longueur de glissement qui augmente quand le rayon devient petit. Alors là, je vous montre tout de suite, par exemple, ce que donneraient des simulations numériques, et je vais y revenir de façon un peu plus exhaustive après. Ça, c'est des simulations numériques de dynamique moléculaire qu'on avait fait, mais beaucoup d'autres ont fait. Ça, c'est des simulations classiques, où on simule le mouvement de l'eau et on connaît les interactions moléculaires entre les particules. Et globalement, on se dit, tiens, ça augmente aussi en fonction du rayon, et ça, je vais vous donner l'explication juste après. Bon, très bien. En fait, je préfère toujours plutôt parler des coefficients de frottement, donc plutôt le lambda, parce que c'est vraiment le coefficient qui, à mon avis, est physiquement pertinent. Et le frottement de l'eau, donc ces expériences que je viens de montrer en fonction du rayon, c'est une fonction qui décroît. Ça, c'est un résultat sur du graphite plat, dans le groupe de Abdelhamid Mali. HOPG, et voilà, c'est une fonction qui décroît en fonction du rayon, et les simulations en fait ont la même tête. Oubliez ce qu'il y a au-dessus, je vous le décrirai après, mais ici on a aussi une décroissance. Par contre, ce qui ne va pas du tout, et c'est ça qui est le point clé, c'est que là vous voyez, il y a une décroissance sur les échelles de dizaines de nanomètres, ici on a une décroissance sur l'échelle, en gros il se passe quelque chose en dessous du nanomètre. Et donc ce n'est pas du tout les mêmes mécanismes, on ne peut pas invoquer ces mécanismes-là pour expliquer ces expériences. Aussi, il y a des problèmes de valeurs. En fait, les valeurs ici sont beaucoup plus faibles que les valeurs qu'on obtient sur ces systèmes expérimentaux. Donc il y a quelque chose qu'on ne comprend pas.
Mais en tout cas, le bilan, c'est on voit que le nanotube le glissement dépend du mouillage, il dépend du rayon, il y a quelque chose de très particulier pour le carbone, et c'est ça, il y a des effets de courbure, et c'est ça qu'on aimerait comprendre. Donc c'est ça que je vais essayer d'expliquer là dans la suite. Alors, justement, pour décrire la suite, si on veut faire la théorie de la friction, en fait, la difficulté initialement, c'est comment on peut décrire en fait, justement ce mouvement d'un fluide sur une paroi et quels paramètres on doit introduire. Et la première idée, et vous voyez, ça remonte à quand même très loin, à 30 ans, c'était de dire finalement, ce qu'on sait très bien faire, c'est les gaz et la théorie cinétique. Et donc il se trouve que j'avais fait beaucoup de théorie cinétique pendant ma thèse. Donc théorie cinétique, c'est vraiment le billard. Donc c'est prendre des particules et puis on les regarde rebondir, voir rebondir les unes envers les autres, etc. Et donc la chose la plus simple qu'on puisse faire, c'est dire, bon, je prends une surface qui est, par exemple, ondulée. C'est-à-dire, là, le plus simple, c'est de mettre des parois sous une forme de triangle comme ça. Et ce qu'on comprend assez bien, c'est que si on suppose que sur ces parois, les collisions sont spéculaires, donc si on rebondit ici, là, en gros, l'angle de rebond est similaire là comme ça, et par contre, la voisine qui va rebondir juste à côté ici, elle va être symétrique par rapport à la normale, elle va rebondir par là. Donc là, on a une trajectoire qui est comme ça, versus une trajectoire qui est comme ça. Donc finalement, on comprend que si on a globalement une vitesse moyenne U dans le fluide, c'est-à-dire là, typiquement, on se donne une distribution en V moins U, où la distribution, c'est la maxwellienne, mv2 sur 2kt. Et en fait, on peut comprendre que le flux, en fait, il va y avoir une quantité de mouvement qui va être transférée du fluide vers la paroi parce que ça n'est pas spéculaire. Et en fait, cette quantité de mouvement, on peut la calculer. Je ne vais pas le faire là. En fait, initialement, je voulais le faire. Et puis, en fait, c'est vraiment des calculs très 19e siècle. Et ça se fait. Si vous pouvez les regarder les détails dans cet article, ce n'est pas extrêmement intéressant. Mais ce que vous allez obtenir, c'est effectivement que la force est proportionnelle à la vitesse moyenne U, et que ce coefficient, c'est une certaine fonction du rapport d'aspect. Le rapport d'aspect, c'est-à-dire que je mets une hauteur h et une longueur L, et alpha, là, ce que j'appelle alpha, c'est h sur L sur 2. C'est l'angle, en fait, là, simplement. Et fois des coefficients qui sont purement cinétiques. C'est-à-dire c'est une vitesse fois une masse, en gros. Donc c'est le racine de mkt fois la densité. Et lorsqu'on calcule la longueur de glissement, comme on doit s'y attendre, la longueur de glissement, elle va être proportionnelle. La longueur de glissement, c'est eta sur lambda. Et ça, en gros, c'est le libre parcours moyen. Et le libre parcours moyen dans un gaz, c'est la densité du gaz, comment je l'appelais, NF, fois la taille au carré, sur ce fameux rapport-là. Et ce rapport-là, en gros, il est en H sur L au carré. Bon, donc ça veut dire que si H est nul, la longueur de glissement est infinie. Et ça, c'est normal, parce qu'on n'a aucun transfert de quantité de mouvement si la paroi est parfaitement plane. Si la hauteur ici de la rugosité est petite, voilà, on transfère la quantité de mouvement. Et donc là, typiquement pour les gaz, en fait, les longueurs de glissement sont assez grandes. Hein, c'est typiquement des centaines de nanomètres. Parce que le libre parcours moyen, évidemment, ça dépend énormément de la pression, mais c'est des dizaines de nanomètres à des centaines de nanomètres. Donc ça, les longueurs de glissement dans les gaz sont très grandes. Et c'est, en fait, dans les gaz, c'est un sujet qui a été beaucoup exploré, notamment en aérodynamique, parce que c'est les objets qui traversent l'atmosphère, c'est des points importants. Mais tout ça, ça ne répond pas à la vraie question qui est qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là?
parce que évidemment, cette théorie-là, elle suppose que les collisions entre les molécules, on les oublie. Alors, on pourrait les injecter. Alors, ça a conduit, dans cette littérature-là, dans les années 70-80, ça a conduit à des travaux qui sont horriblement compliqués, où on prend en compte les collisions entre particules. Et en fait, ce n'est pas la bonne voie. Donc, l'idée, c'est de changer complètement le point de vue. Et donc, pour changer complètement le point de vue, s'il faut revenir aux fondamentaux, c'est la première chose, c'est d'écrire ce qu'on appelle une formule de Kubo pour le frottement. Formule de Kubo, c'est la base de la physique statistique, c'est-à-dire on écrit les coefficients de dissipation sous la forme d'une relation de fluctuation-dissipation. Par exemple, si on écrit une équation de Langevin, m dv sur dt est égal à moins xiv plus une force aléatoire, on sait que le coefficient de frottement, c'est une intégrale de la fonction de corrélation de la force, avec un 3 parce qu'il y a les 3 dimensions, dt. Donc ça, c'est le théorème de fluctuation-dissipation, et qui nous dit que le coefficient de la dissipation s'écrit en termes de fonction de corrélation à l'équilibre. Donc là, c'est la même chose qu'on veut obtenir. Et ce qu'on avait montré avec Jean-Louis Barra au tout début, on a regardé ça, c'est que je l'ai appelé A, que le coefficient de frottement, de la même façon que le coefficient de frottement sur une particule ici de brownienne dans un mot Langevin, s'écrit sous la forme d'une fonction de corrélation de la force à l'équilibre. Et donc, ça, et je vais vous la montrer là, en quelques lignes, cette relation. Mais pourquoi c'est intéressant ça? Parce que ce coefficient dont on ne sait pas grand-chose, on arrive à le relier à une dynamique d'équilibre. Donc on arrive à le relier en fait, à ce qui se passe dans les fluides. Et vous allez voir que ça, on peut en tirer énormément d'informations. Et notamment, ça permet de répondre à toutes les questions que je vous ai posées au début sur la mouillabilité, la dépendance en rayon, etc. Alors, comment on montre ça? Il y a plein de façons différentes. Je vais vous le montrer juste pour dire que voilà, on peut tout reconstruire pas à pas ici. L'idée, c'est que si on a un fluide, alors par exemple des molécules d'eau, qui est décrit par un Hamiltonien, donc l'Hamiltonien, c'est un demi de... Là, je vais faire classique. Et donc, si, par exemple, et je mets ça près d'une paroi, donc je peux ajouter un potentiel extérieur. Là, je suppose que l'extérieur ne bouge pas, mais on changera ça après, c'est pas grave. Et donc ça, c'est à l'équilibre, c'est l'Hamiltonien à l'équilibre. Si maintenant j'ai un certain champ de vitesse du fluide, que ici j'ai appelé V bar de Z, en gros, la façon la plus simple, ça serait de dire, oh, bah, finalement, l'énergie cinétique, il faut la prendre dans le référentiel. Donc, c'est V moins V bar, qui dépend, par exemple, ici de ZI. Donc ici, je vais supposer que la vitesse est seulement suivant X et dépend de Z. Et donc, je remplace ici, dans l'hamiltonien, 1/2 de M, la vitesse du fluide, moins la vitesse moyenne au carré, plus, etc. Et si je fais un développement en supposant que cette vitesse du fluide est petite, ben, je vais avoir l'hamiltonien de base, celui-là, le H0, c'est avec les MVI carré, et la correction, ça va être ce terme-là, c'est-à-dire somme sur I de M VI, donc je vais noter suivant X, V bar de ZI. Et si maintenant je dis que l'écoulement, c'est un écoulement de type de cisaillement, ben le V de Z, c'est gamma point Z moins Z0. Avec, je suppose que voilà, j'impose un écoulement comme ça à l'extérieur. Donc, à la fin,
j'ai que la perturbation à l'hamiltonien, c'est la somme sur I de MVIX, ZI, et tout ça fois gamma point. En fait, cette perturbation, c'est ce qu'on utilise souvent dans les simulations numériques pour induire des écoulements, en fait. C'est ce qu'on appelle une perturbation Dols, enfin peu importe. Et donc, l'idée, là, c'est que maintenant, une fois qu'on a une perturbation d'un hamiltonien, on peut faire la réponse linéaire. Et la réponse linéaire, et pour la réponse linéaire, calculer la force suivant x hors équilibre, donc en présence d'un gamma point, en fonction de cette perturbation-là, qui induit cet écoulement. Et cet écoulement, on va supposer qu'en fonction du temps, le gamma point, il vaut 0, puis après, il vaut un gamma point 0 pour t positif. Donc ça, la réponse linéaire, elle dit que c'est 1 sur kBt 0 à t ds, fx de s, et voilà, j'applique les formules de la réponse linéaire qu'on trouve dans les cours de Phi-stat, que je ne vais pas redémontrer ici, fois le a point de 0 fois le gamma point de s. En fait, normalement, je mets moins l'infini. Et donc là, maintenant, comme le gamma point de S, c'est 0 et puis quelque chose, ça va de 0 à t, et ici, je peux remplacer par gamma point 0. Et il faut juste que je calcule ce a point de 0. Donc le a point, c'est la dérivée de ça. Enfin, ça, c'est moins gamma point a. Donc ce a, ça fait somme sur i. Donc je dérive ça. La dérivée de mv, c'est la quantité mouvante, donc c'est la force. C'est la force microscopique qui s'exerce sur la particule i fois zi. Plus maintenant je dérive ça, ça fait m vix. Attendez, j'ai oublié le z0 là, pardon. Donc là, ça fait zi moins z0, pardon, plus mvix viz. Et donc, si je rassemble les termes, on voit que la force suivant x, ça va s'écrire 1 sur kt, l'intégrale de 0, alors maintenant je vais mettre le temps vers l'infini, de fx de t, fois, donc maintenant, ici j'ai deux termes, j'ai un terme où il y a le z0 et j'ai l'autre terme. En fait, le premier terme, c'est la contrainte, puisque la contrainte, c'est égal à somme sur i de mvix viz plus fxi. Et le deuxième terme, c'est moins la somme sur i, donc la force totale en x en 0 fois z0. Vous voyez, j'ai juste réécrit ces deux termes. Somme sur i des fxi. Donc, quand j'ai fait ça, je peux réécrire ça sous la forme lambda fois une surface, parce que ça sera proportionnel à la surface, fois la vitesse du fluide moyenne appliquée en une certaine position, et où le lambda, je l'identifie comme ce coefficient qui est ici, là. Ça, ce Vz, c'est gamma point ZW moins Z0. Donc le lambda par identification, c'est 1 sur SKT, l'intégrale de 0 à l'infini, fx de t, fx de 0. Et le ZW, c'est le rapport, c'est ce qu'il y a ici, là, c'est le rapport entre ça et ce terme-là. Donc c'est le rapport entre la fx fois la contrainte sur la fx. Donc,
ça, c'est ce que j'ai réécrit ici, là, sur le slide. Donc ça, c'est intéressant parce que, d'une part, on a montré que la force, c'était bien lambda fois la vitesse du fluide moyenne, mais la vitesse du fluide moyenne calculait une certaine position, ici, qui est ce que j'appellerais la position hydrodynamique de l'interface. Et en fait, qu'on ait une position hydrodynamique de l'interface, c'est complètement attendu, puisque à l'échelle moléculaire, enfin, à l'échelle d'une théorie continue comme l'hydrodynamique, une interface z égale à 0, ça n'existe pas. Donc il faut pouvoir la déterminer. Donc on la retrouve ici, une expression de formule de Kubo, c'est complètement attendu. Donc ce qu'on va surtout discuter par la suite, c'est ce terme-là. Ce terme-là, en fait, typiquement, il est de l'ordre d'une taille moléculaire, typiquement. Et c'est intéressant parce que la semaine dernière, Elisabeth, elle vous a parlé de ses expériences de Chan et Horn avec en machine de force. Et donc, c'est de très belles expériences des années 80. Et ce qui était intéressant dans cette expérience, c'est qu'ils interprétaient la dissipation en disant, bah oui, il y a une couche moléculaire près des surfaces qui est immobile. En fait, alors, moi, je ne vois pas cette couche comme immobile, elle n'est pas gelée. C'est juste qu'à un moment donné, il faut placer quelque part la position hydrodynamique de l'interface, qui n'est pas forcément la position mécanique, z égale à 0, du contact mécanique entre les deux interfaces. Et donc, ce petit ds, là, qui était typiquement une taille moléculaire, hein, c'était les molécules d'OM-CTS là, dans ces expériences, de mon point de vue, ça représente le fait que cette position hydrodynamique, c'est de l'ordre d'une taille moléculaire, en fait. Donc c'est là où on applique... Alors en pratique, ça c'est essentiellement moléculaire, et ça on peut le comprendre assez bien en analysant les fonctions de corrélation. Ça ne sera jamais extrêmement grand, donc en fait ça a un rôle assez négligeable en fait, dans la plupart des expériences. Alors, la question maintenant c'est, je vous ai discuté les 3 points, c'est la mouillabilité. Ça c'était la première dépendance qui émergeait de ces expériences. Et je vous ai montré tout à l'heure ces courbes-là. Ça c'est à gauche, c'est ce qu'il y a dans les expériences. À droite, c'est le résultat de dizaines de simulations de dynamique moléculaire sur plein de surfaces différentes, où on mesure les longueurs de glissement, on mesure le mouillage, donc comme dans les expériences, et on trace simplement l'un en fonction de l'autre. Donc à ce stade, c'est essentiellement juste un tracé paramétrique. Et à l'époque, ce qui était intéressant, c'était de trouver que, d'une part, la longueur de glissement était de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres, et que les longueurs de glissement augmentaient avec l'angle de mouillage. Alors, d'où ça sort, ces choses-là? En fait, on peut le comprendre assez facilement en fait, à partir de cette relation de Kubo. Donc, parce que, comme je disais, l'objectif c'était d'avoir une formule et après on peut travailler sur la formule, faire les hypothèses qu'on veut et en déduire des choses. Là, la première chose c'est que ça, typiquement, ça sera une force carrée moyenne fois un temps de relaxation. Donc là, je vais y aller drastiquement dans les hypothèses. Et le temps de relaxation, vous voyez, c'est que typiquement, si j'ai une rugosité qui, d'une façon ou d'une autre, a une forme de tôle ondulée comme ça, le temps de relaxation d'une force, ici, on voit, c'est la force qui est l'interaction de chaque molécule avec la paroi. Donc un temps de relaxation typique, c'est typiquement la longueur d'onde de la rugosité, parce que je note ici lambda parallèle, au carré sur d. C'est un coefficient, c'est un temps de diffusion caractéristique. Et ça, c'est très bien vérifié, par exemple, dans toutes les simulations. Maintenant, il faut discuter de ça. Et ça, pareil, on peut faire des hypothèses assez drastiques, parce que la force au carré, donc c'est la somme des F, donc c'est la force suivant x au carré. Donc là, c'est une moyenne statique, c'est assez facile à faire. Donc ça, si je calcule la moyenne de cette quantité, en gros, ça va être la force individuelle
au carré moyen fois le nombre de particules, c'est-à-dire que les termes non diagonaux sont non nuls, c'est-à-dire les termes I et J ils sont décorrélés. Donc là, ce nombre de particules en interaction, ici sur une surface, le nombre de particules en interaction, ça va être typiquement, là je fais ça à la louche, en gros la densité du fluide fois une taille d'interaction moléculaire, ça je note ça sigma, fois la taille latérale. Ça c'est le nombre de molécules qui vont interagir avec la surface. Donc ça c'est ρf sigma A, et fx au carré, la taille, la force typique, c'est l'énergie d'interaction solide-liquide sur sigma au carré. Je vous ai dit, je fais ça à la louche. Et donc, typiquement, ça fait voilà, ρf sur sigma, epsilon solide liquide au carré fois A. Et ce qui m'intéresse là dans ce terme, c'est le fait que ça dépend énormément de l'interaction solide-liquide. Et ça, c'est... donc ça, c'est la même chose. Là, ici, j'ai pris par exemple une interaction carbone-oxygène, où oxygène, c'est l'oxygène de l'eau, et le carbone, c'est, j'ai supposé que j'ai une surface de carbone. Si maintenant... Comment on relie ça au mouillage? En fait, alors ça, c'est, on peut faire aussi une estimation assez simple du mouillage. Donc le mouillage, c'est vraiment se demander comment l'angle de contact, ici, si je dépose une gouttelette sur la surface, que vaut cet angle de contact. Donc ça, c'est décrit par la loi de Young, gamma SV moins gamma SL, où là, c'est les tensions superficielles. Et en fait, une façon simple de décrire le mouillage, alors même la plus simple possible, c'est de prendre une description qu'on dit de Laplace. C'est une description purement mécanique où on regarde vraiment les interactions entre deux parois et on suppose que l'énergie, par exemple, pour créer une interface solide-liquide, il faut séparer les deux liquides et remettre des solides, séparer les deux solides, mettre des liquides entre les deux, etc. Donc ces tensions de surface, dans cette description-là, qui oublie complètement la partie cinétique, la physique statistique quelque part, mais c'est une première estimation, et en gros, comme c'est l'interaction entre les surfaces, c'est les densités fois, en gros, l'interaction qu'il y a entre les deux. Et ça, c'est R, V2R, dr. Et ça, c'est l'interaction entre les deux. Et donc, c'est Laplace, ça vaut ce que ça vaut, c'est pas complètement déconnant. Mais ce qui est intéressant de ça, c'est que on peut en déduire donc gamma solide vapeur, gamma solide liquide. Et ça, à chaque fois, ce qu'on va voir, c'est que ça va dépendre évidemment des interactions entre les atomes et de l'énergie d'interaction. Et notamment, Laplace, ça donne que, par exemple, on a la formule que j'ai écrite là-bas, c'est-à-dire que l'angle de contact par rapport à l'angle de contact de non-mouillage absolu dépend du rapport entre l'interaction du fluide avec le solide et l'interaction du fluide avec lui-même. Et donc, de façon assez évidente, ça veut dire que le solide fluide, c'est proportionnel à 1 plus cos θ. Et comme j'ai montré là-bas que le coefficient de frottement lui-même, il est en solide fluide au carré, donc la longueur de glissement qui est eta sur lambda est en 1 sur epsilon solide fluide au carré, on s'attend à ce que ça soit en 1 sur plus cos θ au carré. Et ça, c'est une prédiction toute simple, mais qui marche en fait plutôt bien. En fait, c'est-à-dire ça, c'est les pointillés que je vous montre ici sur les résultats expérimentaux ou sur les résultats. C'est vraiment une estimation à la louche parce que ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement la longueur de glissement et le mouillage dépendent tous les deux des mêmes paramètres. Et je mets sous le tapis tous les préfacteurs, ça sera forcément quelque chose de taille moléculaire typiquement. Donc ça, et ce que ça dit finalement, c'est que
l'influence de l'hydrophobicité, c'est assez évident. En fait, c'est que s'il y a moins d'interaction, si c'est hydrophobe, ça veut juste dire qu'il y a moins d'interaction avec le fluide, du solide avec le fluide, et donc forcément, si ça interagit moins, il y a moins de transfert de quantité de mouvement. La longueur de glissement est plus grande. OK. Donc ça, c'est un premier point. Maintenant, les nanotubes de carbone. Alors, les nanotubes de carbone, c'est un petit peu plus subtil. Alors, parce que les nanotubes de carbone, par exemple, si vous faites des simulations dynamiques moléculaires, où là, je vous montre un snapshot de parties d'eau dans un nanotube avec un modèle de carbone, vous avez ce genre de résultat, où la longueur de glissement dépend du rayon. En fait, c'est même un peu plus subtil que ça, c'est-à-dire que si on mesure le coefficient de frottement en fonction du rayon, en fait, il y a 3 types de comportements. Ce que j'ai tracé ici, là, c'est les résultats numériques. Si vous regardez le frottement de l'eau entre 2 parois de graphène superposées en fonction du confinement, ça varie absolument pas, en tout cas dans ces prédictions-là. Si vous prenez l'eau à l'intérieur, le frottement diminue, c'est le résultat du bas, le frottement diminue avec le rayon. Là, les différents symboles, c'est des chiralités différentes des nanotubes, mais ce n'est pas le point important. Si par contre vous regardez le frottement à l'extérieur, en fait, le frottement augmente lorsqu'on réduit le rayon. Et ça, c'est un effet qui est qu'on peut comprendre assez plus ou moins simplement à partir toujours de la description là, de cette formule de Kubo. L'idée, c'est que si vous prenez, par exemple, pour simplifier, un potentiel de la paroi qui est une partie qui dépend de Z et puis une partie qui dépend de X. Par exemple. Et donc là, je prends un mode suivant X, je fais de la tôle ondulée. Et donc, quand vous allez calculer fx de t, fx de 0, eh bien, on va avoir, il faut calculer la dérivée de ça par rapport à x. Donc, c'est ce terme-là. Je vais avoir somme sur i des v1 zi. Donc, la dérivée, c'est q parallèle sinus carré xi. Et la deuxième, donc ça, c'est au temps t. Et la même chose au temps 0, avec les j. Donc ça, c'est affreusement compliqué. Et on doit calculer la moyenne de tout ça. Mais c'est là où il faut plutôt repartir sur les modes, enfin la densité associée, où ça, on peut l'écrire sous la forme de dr1, dr2, de v1, de z1, v1 de z2, q parallèle, sinus q parallèle x1, sinus q parallèle x2, et en fait, on met toutes les variables microscopiques dans une densité R1, R2, et en fait, la densité, c'est dire, bah, ok, si j'ai une particule, j'ai ça, et donc voilà. Et donc je peux moyenner, ça revient à moyenner ce champ-là sur le champ de densité ici. Maintenant, on peut bricoler un peu cette expression. Alors, on peut faire plusieurs choses. C'est que d'une part, là, une nouvelle fois, ces fonctions de corrélation, on peut dire que ça, la densité, elle va relaxer de façon diffusive.
Donc si elle relaxe de façon diffusive, alors, excusez-moi, je vais d'abord, on va d'abord passer en Fourier ces histoires-là. Et passer en Fourier, c'est parce qu'ici, vous voyez, on a un mode de Fourier et un autre mode de Fourier. On a sinus Q1x, sinus Qx2. Et donc ça, le coefficient de frottement, ça va être forcément 1 sur SKT infini dt de la même chose mais en Fourier. C'est-à-dire que je calcule ça au même facteur qui maintenant dépend de Z1, dépend de Z2 au temps 0 et fois tous les autres V1 de Z1, V2 de Z2, etc. Et j'ai oublié les Q parallèles au carré. Et ça, c'est moyenné, ce que j'ai oublié, c'est sur Z1, Z2. Et maintenant, c'est là où on peut dire, ça, c'est une équation, c'est un mode qui va essentiellement relaxer de façon diffusive des Q de T. Et donc ça permet de calculer directement l'intégrale en temps. Et après, on va avoir la fonction statique. Et ça, grosso modo, cette fonction statique, vous voyez, si on regarde en fait la structure du fluide près d'une paroi comme ça. Donc déjà, c'est essentiellement les différentes, c'est relativement structuré en général un fluide près d'une paroi. Donc ça sera en gros une densité. Si Z1 est différent de Z2, ça ne se parle pas trop, la corrélation est nulle. Et après, il y a le facteur de structure du fluide calculé quand Z1 est égal à Z2. Donc c'est vraiment le facteur de structure du fluide calculé dans une tranche ici comme ça. Et tout ça fois la surface pour avoir les bonnes dimensions. Donc, avec tout ça, en fait, on peut calculer en fait, ce machin-là. Là, ici, S, c'était l'air. L'air disparaît. Il y a 1 sur KT. L'intégrale sur dt, c'est 1 sur dq2. Le q2 s'élimine. Donc, j'ai 1 sur d. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est j'ai un intégral 0 v1 de z au carré. Ça, je m'en fiche un petit peu. Mais ce qui m'intéresse après, c'est que là, je vois apparaître le facteur de structure du fluide calculé à la rugosité. Donc c'est ça que j'ai écrit là, comme ça. J'ai oublié la densité du fluide. Ici, là, quelque part. Et le F de Q au carré, c'est en gros c'est la force au carré. Et ça, c'est le terme qu'on avait calculé précédemment. Alors pourquoi je me suis amusé avec ça? C'est que, en fait, ce terme-là, il est assez amusant parce que c'est lui qui va nous dire si le fluide est commensurable ou non avec le solide. Donc ça, commensurable, c'est ce qui est dessiné sur ces graphes ici là-haut. C'est si je représente mon solide par une certaine vague et je mets un fluide ici au-dessus, si par exemple dans chaque trou du potentiel je mets, et par exemple j'ai une distance entre molécules d'eau qui est ici de façon schématique et représentée par LH2O là, si je mets chaque molécule d'eau dans chaque trou, donc lambda parallèle, à ce moment-là, eh ben, vous voyez que ça matche parfaitement, et à ce moment-là, le frottement va être maximal. Parce que, on verra juste après que le S de Q va être maximal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cas commensurable. Le cas incommensurable, c'est quand il y a une légère différence. Par exemple, là, je fais un système plus petit. Et une légère différence, ça veut dire que, par exemple, pour certaines molécules, elles auront une interaction elles seront plutôt repoussées ici, alors qu'ici, elles seront plutôt poussées par ici, là, plutôt par là. Et si on est parfaitement incommensurable,
notamment si on réfléchissait en termes de solide, donc le LH2O est plus grand ou plus petit que le L lambda. Si on est parfaitement incommensurable, on s'attend à ce que le frottement soit très faible. Et ça a été beaucoup discuté pour les solides. Et il y a ces vraiment très belles expériences qui ont fait date du groupe de Jos Franken en Hollande, où ils ont regardé en fait le frottement ce qu'ils ont fait. Alors j'ai du matériel là. Ils ont pris du graphite et notamment du graphène. Et au-dessus, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait, avec un AFM, ils ont fait tilter la paroi de graphène au-dessus. Et après, ils ont regardé le frottement, c'est-à-dire comment ça frotte comme ça. Et en gros, si les deux sont parfaitement commensurables, ça rentre parfaitement dedans, il y a un très fort frottement. Si par contre on les tilte en angle, elles deviennent incommensurables. Les deux réseaux de carbone sur lui-même ne matchent plus parce que les trous ne correspondent plus aux trous de l'autre. À ce moment-là, le frottement devient nul. Et là, c'est exactement ce qu'ils avaient sur ce frottement solide. C'est-à-dire que le frottement, en fonction de l'angle de rotation, vous voyez, il a deux maxima à 0 et 60, et après, sinon 0. Donc là, c'est vraiment un résultat assez spectaculaire pour du carbone sur lui-même. Et alors ça a conduit à beaucoup de discussions, notamment dans le frottement solide, parce qu'évidemment, si on a des surfaces incommensurables, ça suppose que le frottement est nul, donc une nouvelle fois, peu de dissipation. Bon, en général, les parois solides sont très polluées, et donc ça ne marche jamais à grande échelle. Mais en tout cas, dans ces expériences très contrôlées, ça fonctionne. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour les fluides? Et pour les fluides, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout se cache dans le facteur de structure. Parce que le facteur de structure d'un fluide, donc là, si vous vous souvenez, ce facteur de structure, je l'ai calculé dans une couche, en gros près de la surface, pour être... Donc c'est un facteur de structure à 2 dimensions, comme ça. Donc un facteur de structure du fluide, c'est quelque chose qui ressemble à ça. S, donc là, c'est water pour l'eau en fonction de Q. Et le frottement, en fait, il va être proportionnel au facteur de structure calculé au vecteur d'onde de la rugosité. Alors, si on avait un solide, comme je discutais juste avant, ce facteur de structure, il serait infini là, 0, infini, 0. Donc on retrouve le résultat de Jos Franken en disant si le facteur de structure est infini, infini ou en tout cas très grand, j'ai un certain frottement, mais en dehors, j'ai 0. Donc ce terme-là, en gros, ça généralise le cas solide-solide au cas solide-liquide. Pour les fluides, un fluide, ça s'adapte toujours. La structure va s'adapter au potentiel qu'on impose. Donc si la structure s'adapte au potentiel, ça veut dire que au lieu d'avoir des pics comme ça, on a des pics avec une certaine largeur, ici comme ça. Donc, mais toujours est-il que si je mets le Q de la rugosité ici, là j'ai un frottement très grand. Si j'arrive au minimum, j'ai un frottement beaucoup plus petit. Et en fait, et c'est comme ça qu'on peut comprendre pourquoi le frottement est plus petit quand le rayon descend et plus grand à l'extérieur. Et ça, je reprends mon système ici, là, comme ça. En fait, ça, on peut le calculer assez facilement, c'est que si ça, c'est ma paroi plane, et vous imaginez mon eau qui est au-dessus. Si je commence à courber le nanotube, si vous êtes curieux, si vous regardez, vous voyez que les sommets ici se rapprochent les uns des autres. En fait, on voit mieux dans l'autre sens, c'est-à-dire que si je le fais à l'envers, les sommets s'éloignent les uns des autres. Donc en fait, c'est si vous partez d'un système ici plat, vers l'extérieur, vous allez aller là, et quand vous courbez vers l'extérieur, vous allez là, et quand vous courbez vers l'intérieur, vous allez aller ici. Et c'est pour ça que le coefficient de frottement, et ça, de toute façon, c'est ce qui est écrit ici, ce coefficient de frottement diminue par rapport au cas plat. Donc ça, je l'ai tracé en fonction de cette quantité un peu bizarre, là. C'est ce mélange de tout ça. Diminue quand je courbe de plus en plus les nanotubes et augmente quand j'ai ce qui se passe à l'extérieur. En fait, c'est un effet qui est
qui n'est pas en fait petit, et en plus qui se couple au fait que le potentiel lui-même devient de plus en plus lisse. Enfin, bon, c'est ce qu'on appelle l'effet Mango. Voilà. Et donc ça explique, donc a priori on est content, la conclusion de tout ça, c'est que le coefficient de frottement en fonction du rayon décroît par rapport au cas plat, et donc la longueur de glissement qui est l'inverse augmente. Et donc ça, je vous ai montré les résultats expérimentaux tout à l'heure, ça semble aller dans le bon sens. Sauf que y a plein de choses qui ne marchent pas. Et ça, par exemple, en gros, ça c'est le résultat des simulations que je mets versus les résultats des expériences. Il y a plein de choses qui ne marchent pas. La première chose, c'est que cet effet-là, c'est un effet moléculaire. C'est-à-dire qu'il va se passer des choses lorsque la courbure va être quelques fois le diamètre moléculaire, c'est quelques nanomètres. Et ça, on le voit par le fait que, vous voyez, cette courbe rose, là, elle commence à monter seulement à, typiquement en dessous de quelques nanomètres ici. Mais avant, c'est tout plat, en fait. Or, les expériences montrent qu'il y a des effets déjà beaucoup, beaucoup plus loin en rayon. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que, vous voyez que ces simulations numériques, elles donneront toutes les simulations numériques. Alors, les valeurs quantitatives, je suis extrêmement prudent avec ça dans les simulations numériques, mais typiquement, le frottement sur le graphite ou le graphène, c'est très très faible parce que le graphène, c'est très dense, en fait. Donc la rugosité, ce que j'arrêtais pas de vous parler de rugosité, de H sur L, etc., ça, c'est extrêmement faible. Donc la rugosité est très faible, et si elle est très faible, à ce moment-là, le frottement doit être faible et donc le glissement très grand. Et vous voyez que le point 0 ici, c'est typiquement une centaine de nanomètres. Ça, c'est typiquement les valeurs qu'on obtient, qu'on soit dans des simulations comme ça classiques ou même des simulations quantiques un peu plus évoluées. Donc là, vous voyez qu'il y a un écart en fait, qui est en fait énorme entre les deux en termes de frottement. Il y a plus d'un facteur 10. Donc là, ça se retrouve ici sur voilà, ce frottement versus ça. Donc, c'est là où ça, c'était en gros l'état de l'art il y a quelques années. Et c'est là où on a retravaillé, donc notamment avec Nikita, qui va vous parler juste après, qui va développer ça de façon beaucoup plus exhaustive. C'est qu'est-ce qui se passe de spécial dans le carbone pour qu'on ait des résultats aussi différents des autres. Et donc là, c'est ce que j'appelle frottement quantique, même si là, je vais un peu tricher sur le H-bar et je laisserai le H-bar à Nikita, en fait. Mais l'esprit sera là et puis Nikita décrira ce qu'il en a fait. Donc l'idée, c'est que si on a un système de carbone, un nanotube ou du carbone HOPG, évidemment, ce système-là, il faut considérer qu'il a une certaine rugosité physique, ça c'est clair, mais il a aussi des électrons qui se baladent. Et en fait, on ne peut pas oublier le fait que, un point essentiel de la molécule d'eau, c'est que c'est une molécule polaire, très fortement polaire, dont les atomes sont chargés de façon différentielle. Alors, donc, si ces descriptions que j'ai faites précédemment avec la formule de Kubo, il faudrait la reprendre ou en disant, finalement, ces charges vont interagir les unes avec les autres. Alors, formellement, c'est une nouvelle fois que je vous ai montré que c'est pas bien du tout de reprendre les trajectoires, les particules individuelles. Il faut plutôt avoir une vision globale en termes de facteurs de structure. Pour l'eau, typiquement, on aimerait bien avoir la constante diélectrique qui renseigne en fait toutes les modes collectifs de l'eau, comme on va voir, et la même chose pour le carbone ou tous les matériaux qui contiennent des électrons. Ils sont caractérisés par la propriété électronique. Et bon, donc je vais faire ça de façon je vais faire ça rapidement, mais de façon pédestre, et je reviendrai là-dessus. Je vais faire comme si, en fait, je pouvais utiliser la formule de Green-Kubo que j'avais écrite précédemment.
entre les particules, les charges de l'eau et puis les électrons. Et donc ça, c'est une sorte d'approximation semi-classique. C'est-à-dire que, mais après, on peut aller... la démonstration, pour montrer ça du point de vue purement quantique, je ne sais pas si Nicolas le refera, mais en tout cas, on peut le faire de façon absolument, complètement propre du point de vue quantique. Mais ça va nous donner au moins l'esprit des ingrédients qu'il faut mettre en place. Le point clé, c'est que maintenant, la force, en gros, elle vient du fait qu'on a une certaine densité de charge dans l'eau et qui interagit par un potentiel de Coulomb avec une certaine densité de charge dans les nanotubes, dans tout ce qu'on veut. Et le potentiel de Coulomb, ici, c'est le potentiel nu dans le vide, puisque la constante diélectrique est calculée de façon autocohérente. Ici, on n'a pas besoin de l'injecter. Et ça, la force instantanée, ça sera forcément l'intégrale sur tous les molécules d'eau possibles, et tous les détails microscopiques, je les mets dans la densité. Et cette densité, c'est une somme de Dirac, R moins RI, où RI, c'est les positions de toutes les charges, avec la charge correspondante. Et donc, quand je vais calculer la fonction de corrélation, vous voyez, ça va faire tout de suite un bazar pas possible, parce que je vais avoir 4 intégrales qui suivent. L'O1, l'O2, électron 1, électron 2, et la densité de l'O1 au temps t, densité de l'O2 au temps 0, le gradient suivant x du potentiel, le gradient suivant x du potentiel, et électron 1, électron 2. Donc, je dois calculer ça. Et alors ça, évidemment, c'est affreux. Mais il y a un premier truc qui est très important, c'est que on peut découpler l'eau des électrons. Donc ça permet de dire que je peux, en fait, découpler ces deux moyennes. Donc ça, c'est bien. Et une fois que j'ai ces deux moyennes, je vais faire comme tout à l'heure. C'est-à-dire que ça, c'est beaucoup mieux dans l'espace de Fourier. Et ensuite, donc c'est-à-dire, dans l'espace de Fourier, je vais avoir un intégral sur tout. Je vais peut-être le réécrire à côté, là-bas. Ça va donner, donc j'ai ici ça c'est le spectre en fait de l'eau en fait qui dépend de R1 R2. Et donc ça on peut le réécrire suivant un vecteur suivant Q, mais après comme ça dépend de Z, je dois garder le Z1 et Z2. J'ai le potentiel en Fourier, je dois calculer le potentiel de Coulomb en Fourier. Ça, c'est 1 sur epsilon Q exponentielle moins Q Z1. Et donc, si je ne me trompe pas, et exponentielle moins Q Z2, et je crois qu'il y a un facteur 2, et là, E2 comme ça, et fois la même chose pour les électrons. Et ça, c'est un Q à 2D. Donc ça, c'est Z1 Wall, et ça, c'est Z1 électron, Z2 électron. Et donc, ça, c'est à 2D, et en gros, il me... Water, électron, électron. Alors pourquoi je suis content avec ça? Ça paraît bizarre parce que ça reste compliqué. C'est parce que ça, je vais pouvoir écrire en fonction de quantités que je connais, en fait.
Et les quantités que je connais, alors d'une part, à cause de fluctuations-dissipation, il y a un lien direct entre le facteur de structure d'un système chargé et la réponse. La susceptibilité. La susceptibilité, c'est, en Fourier, c'est comment elle est définie par le potentiel d'interaction induit, un certain potentiel à une certaine distance induit une charge à une autre distance. Donc fluctuation-dissipation nous donne un lien comme ça. Et en fait, on peut, si on l'intègre ici, ces choses-là, sur la partie suivant Z, ça, à la fin, on va se ramener à un spectre intégré sur l'espace suivant Z. Et ça s'appelle une fonction de réponse de surface. Dont la définition, je l'ai noté là, quelque part, la définition, c'est le potentiel, donc fois, ici j'ai un 2pi sur Q, fois l'intégrale de dz1, dz2, donc là c'est tous ces intégrales ici, fois exponentielle moins Q z1 plus z2, fois la susceptibilité. Et ça, la susceptibilité, c'est vraiment la susceptibilité électronique ou du fluide, qui dépend de Z1, Z2 et oméga. Et cette chose-là, ici, la fluctuation-dissipation dit que ces spectres de l'eau sont proportionnels à la partie imaginaire de cette quantité-là. Ça, c'est fluctuation-dissipation. On a une relation directe entre les spectres et les parties imaginaires, et donc sur les surfaces, on a la même chose. Et donc, ce qu'on en déduit à la fin, c'est que le coefficient lambda, c'est 1 sur kt, donc c'est l'intégrale sur oméga, et l'intégrale sur dq. Alors, il y a un Q3 qui apparaît, il y a un Q qui vient de la symétrie cylindrique et un Q2 qui vient des gradients de potentiel, que j'ai oublié ici, là, quelque part. Ici, à ce niveau-là. Bon, je ne vais pas le réécrire là. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'ensuite, on a cette réponse de surface de l'eau et cette réponse de surface des électrons. Alors, je vous ai dit que ces réponses de surface, pourquoi ça m'intéresse, ces réponses de surface? C'est parce que ça, c'est exactement ce qui est mesuré dans les expériences, notamment les expériences de Electron Energy Loss et Excitation, les HEELS. Et ces expériences mesurent exactement ces fonctions de réponse de surface. Et c'est vraiment la susceptibilité, cette fonction de réponse de surface, c'est la susceptibilité intégrée sur l'ensemble du demi-espace. Et vous voyez que ces fonctions de réponse, elles contiennent vraiment comment un objet avec des charges, avec une certaine dynamique, va répondre à un potentiel. Donc ça veut dire que si je lui amène un potentiel, on va savoir comment, quel est le potentiel, les densités de charge qu'il va créer, donc le champ qu'il va créer. Et donc ça dit immédiatement, enfin pas du tout immédiatement, mais ça dit que ce G est directement lié à la constante diélectrique. Et le G, en fait, c'est un coefficient de réflexion, et dans les limites optiques, c'est-à-dire quand Q tend vers 0, ça vaut coefficient de réflexion optique, c'est-à-dire epsilon-1 sur epsilon+1 en fonction de la fréquence. Donc en fait, toute l'information sur le matériau est contenue dans ce système-là. Et donc, alors, ce que rediscutera Nikita, c'est que ça, j'ai bricolé une approche semi-classique où je suis parti, j'essaie de vous dire, voilà, le lambda f de t, f de 0, tel que je vous ai montré la base, et on peut décliner ça jusqu'aux parties imaginaires, jusqu'à ces fonctions de réponse de surface. En fait, de toute façon, si vous faites ça de façon quantique, il faut faire un petit peu attention, et
Et il y a fluctuation de dissipation fait intervenir plutôt un sinus hyperbolique ici, et puis il y a une renormalisation des hymnes par c'est toutes en gros les charges images qui sont induites là-dedans. Et donc dans les 10 minutes qui me restent, je vais discuter très rapidement pourquoi ça permet d'expliquer des choses pour le carbone. Alors, pourquoi ça... Donc, j'ai oublié sur le H-bar sur KT ici. Pourquoi ça permet de discuter des choses? C'est parce que, finalement, ce IM de G, c'est la constante électrique. Donc ça, on sait le mesurer, par exemple, pour l'eau, et on sait le mesurer, on sait le calculer même pour les structures de carbone, ou etc. Pour l'eau, en fait, elle est très particulière de ce point de vue parce qu'elle a un spectre d'excitation très large qui s'appelle le pic de Debye. Et ce pic de Debye, c'est des excitations, donc ça vient de simulation dynamique moléculaire, mais cette fonction-là, en fait, expérimentalement, elle ressemble beaucoup à ça. Donc c'est quelque chose d'extrêmement large, vous voyez, sur plusieurs ordres de grandeur en énergie. Et ça, c'est vraiment lié à la constante électrique de l'eau, qui est issue d'interactions de type hydrogen bonding, etc. C'est quelque chose d'assez compliqué qui finalement n'est pas toujours complètement résolu théoriquement, mais par exemple, il y avait ce travail que j'aime beaucoup là, sur des simulations de Elton, montrant que en fait, ça se comporte un petit peu comme des phonons. En fait. Donc c'est pour dire qu'il y a les excitations dans l'eau, et la question c'est quelles sont les excitations dans le carbone. Et ça, les excitations dans le carbone, bah, ça c'est la matière condensée. C'est typiquement, vous avez dans la fonction réponse par exemple, d'un matériau ici, ça c'est un gélium, c'est énergie versus le momentum. Bah, il y a des excitations particules trous, il y a des plasmons de surface. Et en gros, la formule précédente, là, c'est ce qu'on a démontré, et de façon un peu plus précise du point de vue quantique, c'est de dire est-ce qu'il y a un overlap entre ces excitations de l'eau et ces excitations électroniques? Parce que si on multiplie les deux et qu'il y a des points non nuls dont l'intégrale vaut quelque chose, c'est là où il y a du frottement. Et le point important, c'est qu'il y a un cutoff ici vous voyez, à h-bar sur 2kT, parce que ça décroît exponentiellement au-dessus de oméga supérieur à kT sur h-bar. Et ça veut dire qu'on ne prend que les termes qui sont thermalisés. Ces termes thermalisés, ça, c'est une énergie assez basse, en fait. Hein. C'est kT sur h-bar, c'est du terahertz, c'est des énergies de kT, parce que là, on parle de kT, on n'est pas en matière condensée. KT, c'est 25 milliélectronvolts. Donc c'est basse énergie, et alors il faut beaucoup de moments, parce que ça, on le comprend de tout ce que je vous ai discuté avant, il faut un moment fort pour transférer la quantité de mouvement. Donc ça, c'est pas complètement évident. Alors, il y a un papier que j'aime bien, qui est très récent, là, 2023, là, vous voyez. En fait, c'est des collègues de Cambridge qui ont fait un modèle semi-classique, une nouvelle fois, en disant, pour tester si ça c'est pertinent, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris de l'eau en dynamique moléculaire, ils ont mis des petits ressorts, un modèle vraiment de drude pour une surface, donc des charges qui sont attachées par un ressort à une surface, et ils ont fait varier la fréquence, en fait, en se disant, si mes deux termes précédents s'overlap, je dois avoir du frottement. Si par contre la fréquence est décalée, l'eau n'arrive plus à parler avec la paroi. Et donc ce qu'ils ont obtenu, c'est exactement, voilà, c'est la formule que Nikita a obtenue durant sa thèse. Donc j'ai oublié de dire que tout ça, c'est le travail de Nikita durant sa thèse. Et le frottement, en fonction de la fréquence imposée de cet oscillateur, on voit que le frottement est très faible si on est décalé en fréquence, par contre devient gigantesque, parce que ça augmente très rapidement, si l'eau arrive à parler avec cet oscillateur de surface. Donc si les modes arrivent à se superposer. Et donc pour finir sur la question des nanotubes, le point qui était extrêmement important, c'est, je vous ai dit, voilà, le frottement sur les gros nanotubes était grand. C'est-à-dire que le frottement en fonction du rayon avait une tête comme ça, et là ça devenait 0. Et ça, c'est R infini, c'est HOPG. Et en fait, les nanotubes,
c'est des nanotubes en général multi-wall qu'on considère. Donc multi-wall, ça veut dire que quand le rayon devient grand, ça ressemble à du graphite. Et donc, le point clé, c'est que l'eau, elle va parler à la structure électronique, non pas forcément de la première couche ici, mais de l'ensemble du graphite. Or, il se trouve que le graphite, et ça c'est les expériences de Palmer, tout à l'heure je vous ai montré les Manip Hills, montrent que pour le graphite, ce IM de G, en fait, de cette façon, en fait, il a en fait un mode de placement de surface qui est très bas en fréquence et dont le nombre d'ondes cette fréquence est quasiment indépendante du nombre d'ondes. Et ça veut dire que ce truc-là, c'est une constante et jusqu'à des Q très très grands. Et donc, quand je vais le multiplier avec ces modes-là, et vous voyez que les énergies collent très bien, en fait, ça c'est typiquement des dizaines de milliélectronvolts, et ça c'est pareil, pour les excitations de l'eau, c'est des dizaines de milliélectronvolts, ces trucs-là vont parler beaucoup ensemble. Et donc, sur le graphite, il y a un énorme frottement lié au fait que l'eau arrive à transférer la quantité de mouvement à ces modes placement de surface. C'est-à-dire que dans cette formule ici, les deux fonctions IM de l'eau et IM de G des électrons vont pouvoir se parler. Si vous regardez c'est sur du graphène, donc imaginez, le graphène c'est une seule couche, j'enlève toutes les autres. En fait, sur le graphène, il n'y a plus du tout ce mode-là. Il a disparu complètement. Et en fait, si vous multipliez cette fonction, ces excitations électroniques du graphène avec celles de l'eau, en fait, elles se parlent très très peu. L'overlap entre les deux fonctions est nul, et donc le frottement sur le graphène est complètement nul, très très faible, alors que le frottement sur le graphite est extrêmement fort. Donc ça, c'est clairement un résultat vraiment différent de la conception classique, parce qu'une conception classique, c'est on mettrait dans une simulation par exemple classique, on mettrait des boules qui interagissent par du Lennard-Jones avec l'eau. Ici, on a vraiment des excitations complètement différentes, et il faut prendre en compte ces excitations si vous voulez décrire le frottement. Alors maintenant, pourquoi ça c'est important pour les nanotubes? C'est parce que les nanotubes les plus gros, comme ils sont multi-wall, ils se comportent comme du graphite. Par contre, les nanotubes les plus petits, en fait, il se trouve que quand vous commencez à courber les nanotubes, enfin, vous courbez le graphite, entre guillemets, pour faire des nanotubes, il se trouve d'une part que les couches commencent à se séparer les unes des autres. Et ça, c'est un résultat montré par Dresselos il y a assez longtemps. Donc, d'une part, les couches se décorrèlent les unes des autres. Et d'autre part, le placement de surface tel qui est apparu précédemment était lié en fait, au fait que les couches se parlent les unes par rapport aux autres. Et donc, si ces couches ne peuvent plus se parler parce qu'elles sont, quand on commence à les courber, elles ne sont plus du tout alignées les unes par rapport aux autres, à ce moment-là, on perd l'alignement et on perd ce placement qui était précédemment. Donc en fait, ça veut dire que dans les nanotubes les plus petits, en fait, l'eau ne parle qu'à la première couche en contact et pas avec l'ensemble des couches. Et auquel cas, à ce moment-là, on retombe sur l'équivalent du graphène et le frottement est très grand. Donc si vous mettez ces ingrédients ensemble, Nikita avait pu interpoler entre les différents résultats, graphite et graphène, en mettant des ingrédients physiques, et ça donne une prédiction qui permet de retrouver les résultats expérimentaux. Donc, j'arrive au bout de ce que je voulais montrer, c'est-à-dire que là, je voulais vous montrer un peu l'histoire, une nouvelle fois, du frottement. C'est-à-dire partir des tout premiers estimations où on sait bien faire les gaz, mais finalement, c'est très limité. Et pousser que les expériences, finalement, ont produit énormément de résultats complètement inattendus, et notamment aux nano-échelles. Et que ces résultats-là, on est obligé d'aller tout doucement vers des descriptions beaucoup plus quantiques, en fait, pour pouvoir les comprendre. Donc je voulais essayer de vous montrer dans ce cours-là une façon à peu près un peu pédestre, parfois, de faire ce lien, mais pour vous montrer un petit peu, vous donner l'esprit des étapes qui permettent d'y arriver. Mais à partir de ça, maintenant, on peut imaginer plein de choses. Parce que si, finalement, ce frottement quantique, c'est comment les modes se parlent les uns par rapport aux autres, et on peut imaginer des modes un peu bizarres. Pour les matières, en matière condensée, les matériaux bizarres, il y en a des tonnes. Et donc, on peut imaginer faire, entre guillemets, une ingénierie quantique en faisant des choses bizarres sur les solides. Par exemple, c'est connu que
ouais, il y a une énorme excitation sur ce qu'on appelle le twisted graphene. Donc c'est vraiment le graphène qu'on a décalé en angle, qui a des propriétés électroniques très bizarres. En fait, il se trouve que le graphène twisté a apparemment des placements très particuliers. Donc on pourrait... Un truc, on est encore loin de le vérifier expérimentalement, mais une chose à vérifier, c'est comment le frottement dépend de l'angle, ici par exemple. Et plus généralement, comment il dépend des propriétés électroniques du matériau confiné. On peut imaginer aussi des effets tunnels. Ça, c'est une idée qu'on aimerait vraiment explorer expérimentalement. C'est que, en fait, si vous imaginez, de l'eau au-dessus peut exciter des modes type plasmon ou phonon à l'intérieur, puis après, ces modes peuvent retransmettre la quantité de mouvement en dessous. Et donc ça, ce serait un effet purement tunnel, parce que c'est via des excitations. Et donc voilà, c'est des choses qu'on aimerait vérifier. Donc ça donne pas mal d'idées, et c'est ce qu'on est en train de voir. Et donc voilà, donc je vais m'arrêter là. Le séminaire, c'est Nikita Kaokin, qui est maintenant à l'Institut Max Planck à Mainz, où il est groupe leader, et qui va nous parler des aspects peut-être beaucoup plus quantiques en fait, de ces phénomènes-là. Voilà, je vous remercie.